Au Moyen Âge, quand les rois et reines régnaient par la grâce de Dieu, leur vie était entourée de l'éclat des cérémonies, des campagnes militaires et des intrigues politiques. Mais derrière les murs des châteaux de pierre se déroulaient aussi des histoires bien plus privées. À quoi ressemblait la vie intime des souverains médiévaux? Les rois avaient-ils les mêmes désirs, soucis et secrets que leurs sujets, ou suivaient-ils même dans leur chambre un protocole strict et les coutumes de l'époque? Au Moyen Âge, l'intimité était rare et la vie personnelle des souverains était souvent affaire d'État. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les rois et reines étaient mariés par raison dès leur plus jeune âge, comment se déroulaient leurs nuits de noces sous la surveillance des courtisans, comment naissait l'amour malgré les devoirs politiques et quels scandales ébranlèrent parfois les trônes. Nous révélerons les secrets des maîtresses et bâtards des hommes puissants, ainsi que les vices cachés derrière les murs des chambres royales. Nous découvrirons aussi comment l'Église influençait la vie intime des souverains, par ses décrets stricts, et comment les règles médiévales se reflétaient dans la vie quotidienne derrière les murs du château. Enfin, nous réfléchirons à ce que nous emportons aujourd'hui des chambres médiévales. Commence une expédition unique derrière le rideau de l'histoire, dans les appartements les plus secrets des châteaux royaux. Imaginez une jeune princesse dans la chambre froide d'un château, assise nerveusement au bord du lit conjugal. Derrière les portes massives résonnent encore en sourdine les festivités du mariage. La jeune fille pressent que sa vie ne lui appartiendra plus désormais. À partir de cette nuit, elle doit accomplir son devoir dynastique et donner un héritier au roi. Le souverain entre dans la pièce, un étranger qu'elle voit peut-être pour la première fois aujourd'hui. Tels étaient les destins de nombreuses épouses médiévales. Dans un instant, nous en apprendrons davantage sur la façon dont ces mariages étaient arrangés et quelles attentes pesaient sur les mariages royaux. La plupart des mariages souverains médiévaux ne naissaient pas de l'amour romantique, mais du besoin politique. Les mariages étaient un instrument de diplomatie. Ils consolidaient les alliances entre familles, assuraient la paix entre royaumes ou apportaient dot et territoire. Dès l'enfance, princes et princesses étaient fiancés à des partenaires appropriés, souvent avant même de comprendre ce que signifiait le mariage. Par exemple, le roi anglais Richard épousa en 1396 pour second mariage la princesse française Isabelle, qui n'avait que 6 ans. C'était un accord politique pour assurer la paix entre l'Angleterre et la France. La véritable cohabitation conjugale devait naturellement attendre dans de tels cas que l'épouse grandisse. De tels mariages d'enfants n'avaient rien d'exceptionnel. L'Église avait certes fixé l'âge minimum pour entrer en mariage, généralement 12 ans pour les filles et 14 pour les garçons. Mais la noblesse négociait souvent une dispense papale et mariait même des enfants plus jeunes si les circonstances l'exigeaient. Pour les jeunes épouses de haute noblesse, le mariage marquait brutalement la fin de l'enfance. Elles se retrouvaient en terre étrangère, à la cour d'un mari inconnu, entourées d'un nouvel environnement et de l'étiquette de cour. Les sympathies personnelles ne jouaient aucun rôle dans le choix du partenaire. Ce qui importait était le sang et les alliances. La princesse tchèque Anne de Luxembourg, fille du roi Charles IV, fut au XIVe siècle mariée en Angleterre au roi Richard II, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés avant le mariage et parlent même chacun une langue différente. Le mariage fut négocié par leurs parents et émissaires. Les jeunes mariés durent apprendre à se connaître seulement après la cérémonie. On trouve d'innombrables histoires similaires dans l'histoire, des princesses voyageant à travers toute l'Europe pour épouser des hommes dont elles ne connaissaient que ce qui était écrit dans les documents diplomatiques. Pour le bien du royaume, elles devaient quitter leur famille, et souvent aussi leur culture. Les souverains n'avaient généralement pas non plus la possibilité de choisir leur partenaire selon leur cœur. Même les rois étaient enfants d'accords politiques. Les Capétiens français, les Pchémislides, les Habsbourg, tous concluaient des mariages de façon réfléchie. Si un jeune prince désirait par hasard une noble non mariée du voisinage, il n'avait pas de chance. Un mariage avec une princesse étrangère, selon les intérêts de la famille, était préparé. Bien sûr, il y eut des exceptions, où le souverain se rebella et imposa son amour.
Mais c'était risqué. Nous parlerons de telles exceptions plus tard. En général, cependant, les sentiments devaient céder aux devoirs. Il arrivait souvent que les nouveaux mariés soient encore très jeunes. La différence d'âge ne jouait d'ailleurs aucun rôle. Les conseillers pouvaient choisir une épouse adolescente à un roi plus âgé si cela profitait à l'alliance. Par exemple, le roi anglais, Henri de Plantagenet, était de 11 ans plus jeune que sa célèbre épouse Éléonore d'Aquitaine, qu'il épousa en 1152, quand il avait 19 ans et elle 30. 2 siècles plus tard, au contraire, le roi polonais Casimir III le Grand, âgé de 40 ans, épousa la jeune Hedwig de Jagagne de 15 ans à peine. De telles différences paraissent bizarres aujourd'hui, mais au Moyen Âge, elles étaient acceptées comme partie de la politique dynastique. Les parents de l'épouse espéraient qu'un mari expérimenté assurerait à leur fille une position. Le roi attendait quant à lui une femme jeune et en bonne santé, qui lui donnerait le plus d'enfants possible. Dès que le mariage était conclu, la tâche principale du couple royal était d'engendrer un héritier. Tous à la cour surveillaient avec tension si la reine tomberait rapidement enceinte et idéalement donnerait naissance à un fils. Le mariage n'était donc pas l'aboutissement de la relation, mais seulement le début d'une nouvelle phase, celle de l'accomplissement des devoirs conjugaux. Les reines se trouvaient sous une grande pression, car le royaume attendait d'elles un successeur au trône. Plus d'une jeune épouse de souverain se couchait chaque nuit en priant de réussir à concevoir un descendant. Mais que précédait cet acte crucial, la nuit de noces elle-même ? Celle-ci avait aussi ses spécificités au Moyen Âge, dont nous parlerons bientôt. Dans un instant, nous révélerons comment se déroulait la première nuit des nouveaux mariés et dans quelle mesure ce moment intime était vraiment privé. Le mariage des souverains médiévaux était un événement public, mais de façon surprenante, la nuit qui le suivait avait souvent aussi un caractère public. La nuit de noces royales ne se passait en effet pas sans yeux curieux. Il existait une coutume appelée bedding ceremony, où mis au lit des nouveaux mariés en présence de témoins. Après le festin joyeux, les parents et courtisans accompagnèrent le marié et la mariée jusqu'au lit, parfois directement dans la chambre des nouveaux mariés. Au milieu des cris de plaisanterie, chansons et conseils, les invités joyeux bordaient le jeune couple. Ils les déshabillaient symboliquement en tenue de nuit, les couchaient dans le lit commun et leur souhaitaient une nuit féconde. Dans certaines régions, ils pratiquaient de petits rituels coquins. Ils lançaient jarretières et bas sur le couple, et celui qui visait juste aurait bientôt la chance de se marier aussi. Les jeunes chantaient souvent des chansons grivoises pour égayer les nouveaux mariés et créer une atmosphère ludique. Ces coutumes devaient détendre la tension et confirmer que le mariage serait accompli sous tous ses aspects. Bien que l'idée d'un public dans la chambre nous paraisse aujourd'hui inconvenante, au Moyen Âge, c'était compris comme une affaire de communauté et de famille. L'union conjugale de deux familles importantes était d'intérêt public. C'est pourquoi la nuit de noces ne se déroulait pas derrière des portes complètement fermées. Loin de là, quelqu'un ne surveillait pas toujours vraiment l'acte lui-même. Dans la plupart des cas, il s'agissait seulement d'un rituel symbolique. Garçons et demoiselles d'honneur mettaient le marié et la mariée au lit, tiraient les rideaux autour de la couche et disparaissaient discrètement de la chambre. Le jeune couple était alors laissé seul, et les invités présents s'en allaient continuer les festivités, pour assurer aux nouveaux mariés au moins un peu d'intimité par le bruit de la salle de banquet. L'important était cependant de démontrer officiellement que le mariage serait consommé physiquement. Sans cela, il n'aurait pas été considéré comme valide, et aurait pu être remis en question plus tard. Parfois, cependant, les curieux écoutaient Bchkono vraiment derrière les portes, ou du moins attendaient le matin pour s'assurer du résultat. Le matin suivant la nuit de noces, il était de coutume que les servantes ou dames de cour entrent dans la chambre pour vérifier l'épouse. Elles cherchaient alors une preuve de virginité. Typiquement, on montrait un drap ou une chemise ensanglantée, comme signe que l'épouse était vierge et que le mariage avait été consommé pour la première fois. Cette preuve quelque peu intime était parfois même exposée publiquement pour prévenir les médisances.
Par exemple, selon des sources contemporaines du XIVe siècle, il était de coutume dans les cours d'afficher le drap ensanglanté dans les appartements de la reine comme confirmation visible de sa vertu et de la conception réussie. Pour une jeune fille qui ne savait peut-être même pas exactement ce qui l'attendait cette nuit-là, cela devait être extrêmement stressant. Non seulement elle devait se donner physiquement à un homme souvent inconnu, mais elle savait que toute la cour attendait avec tension les signes de succès. Il arrivait aussi que l'un ou les deux nouveaux mariés soient limite au moment du mariage trop inexpérimentés ou même trop jeunes pour l'amour physique. Dans de tels cas, la consommation du mariage était parfois reportée. Les souverains ne se cassaient pas toujours la tête avec l'attente. Certains mariés médiévaux se hâtaient impatiemment d'engendrer un descendant le plus tôt possible, même si l'épouse n'avait guère plus que l'âge d'une écolière d'aujourd'hui. Par exemple, le roi anglais Jean sans Terre épousa Isabelle d'Angoulême, qui avait environ 12 ans, et il ne semble pas avoir longtemps tergiversé. La reine tomba rapidement enceinte. A l'inverse, Richard II d'Angleterre, dans le cas de sa épouse de 6 ans, Isabelle fit preuve de retenue, et le mariage ne fut pas consommé pendant 5 ans entiers jusqu'à sa mort. La petite reine resta donc vierge, et put être mariée à nouveau par la suite. Ces exemples montrent que le rythme du rapprochement différait d'un cas à l'autre. Certains souverains étaient attentionnés et attendaient, d'autres n'y regardaient pas. La chambre royale elle-même était souvent un lieu de contraste remarquable entre public et privé. D'un côté, c'était l'espace le plus intime où se déroulait la proximité conjugale. De l'autre, cette chambre servait souvent aussi de scène politique. Dans de nombreux palais royaux, la tradition voulait que le roi reçoive le matin des courtisans choisis directement près de son lit. Par exemple, les rois français à la fin du Moyen Âge invitaient chaque matin un groupe de nobles au lever du roi, rituel du réveil du roi, où ils lui souhaitèrent le bonjour dans sa chambre et lui tendaient ses vêtements. Même dans la chambre donc, le roi n'était jamais complètement seul. La nuit, les rideaux du baldaquin créaient l'illusion d'intimité. Mais juste derrière les portes veillaient serviteurs et chambellans, prêts à servir à tout moment. Certains souverains avaient directement dans la chambre un lit pour leur serviteur le plus intime, qui dormait à proximité en cas de besoin. Les conversations privées du couple conjugal pouvaient donc être facilement entendues, par une oreille derrière le rideau. C'est aussi pourquoi les complots ou amours secrètes à la cour étaient ainsi difficiles à cacher. Les murs du château avaient les oreilles des serviteurs omniprésents. La première nuit commune des époux était le début symbolique de leur vie commune. Quand tout se passait bien, le royaume se réjouissait de la nouvelle union et espérait bientôt la nouvelle d'un descendant. Mais tout n'allait pas toujours bien. Et si aucune étincelle ne jaillissait entre les époux, ou si leurs sentiments étaient détournés ailleurs. Au Moyen Âge, on ne mettait certes pas l'accent sur l'amour romantique dans le mariage, mais les rois et reines n'en étaient pas moins des êtres humains, qui aspiraient au sentiment et à l'affection. Dans un instant, nous verrons ce qui arrivait quand l'amour entrait en jeu, qu'il soit conjugal ou interdit hors mariage. Nous nous concentrerons sur la romance courtoise et les passions amoureuses qui se trouvaient souvent en conflit avec le devoir. Le Moyen Âge est parfois perçu comme une période sombre où les sentiments ne jouent aucun rôle. Mais même à cette époque, on racontait des histoires d'amour et on poétisait sur le sentiment amoureux. L'amour courtois, courtly love, occupait une place particulière, idéal né dans les cours seigneuriales des XIIe et XIIIe siècles. Troubadours et Minnesänger voyagèrent de château en château et chantèrent des chansons sur des chevaliers qui adorèrent des dames nobles d'un amour pur et dévoué. Ces histoires étaient paradoxales. Elles célébraient la passion hors mariage, souvent entre un chevalier et une noble mariée, mais mettaient en même temps l'accent sur le respect, la chasteté et la dimension spirituelle du sentiment amoureux. Ainsi naquit une culture de courtoisie amoureuse. Le chevalier composait des poèmes pour sa dame, portait ses couleurs au tournoi, accomplissait pour elle des actes héroïques, tout cela souvent sans espoir de rapprochement physique, purement pour la gloire de l'amour. Pourquoi un tel idéal naquit-il ?
Dans les classes supérieures, les mariages étaient dits comme nous le savons, principalement de raison. L'amour courtois offrait à l'aristocratie un espace pour les sentiments romantiques sans perturber l'ordre social. L'épouse pouvait rester loyale à son mari tout en ayant un admirateur dévoué qui lui déclarait secrètement son amour. C'était une sorte de jeu avec les symboles et les émotions. Par exemple, Éléonore d'Aquitaine, l'une des femmes les plus puissantes du XIIe siècle, d'abord reine de France, puis d'Angleterre, soutenait, dit-on, directement la culture amoureuse courtoise dans sa cour de Poitiers. Les légendes prétendent de même qu'Éléonore et sa fille Marie de Champagne établirent des règles d'amour, une sorte de cour d'amour où elles tranchaient formellement les disputes d'amoureux et définissaient comment un chevalier vraiment amoureux devait se comporter. Que ce soit vrai ou non, il est certain que la littérature amoureuse courtoise florissait. De cette époque date la célèbre histoire de Tristan et Isolde, ou les vers lyriques sur l'amour du roi Arthur et de la reine Guenièvre pour le chevalier Lancelot. Ces histoires, bien qu'inventées, influencèrent le comportement réel de la noblesse. Mais qu'en était-il directement des souverains? Pouvaient-ils se permettre le luxe de tomber amoureux? Parfois oui. Malgré les mariages arrangés, il existe dans les chroniques des mentions du fait qu'entre certains couples royaux naissait une véritable affection et amour. Par exemple, le roi anglais, Richard II, déjà mentionné, et la princesse tchèque Anne de Luxembourg, connue en Angleterre sous le nom d'Anne of Bohemia, se trouvèrent, dit-on, un sentiment profond. Richard fut anéanti quand Anne mourut prématurément, en 1394. Il fit démolir le palais de chasse de Chine, où elle avait rendu l'âme, tant il ressentit de chagrin. De même, Édouard Ier d'Angleterre aimait beaucoup sa première épouse Éléonore de Castille. Elle voyagea avec lui toute sa vie, y compris en croisade, et lui donna de nombreux enfants. Quand Éléonore mourut en 1290, Édouard accablé fit ériger en chaque lieu où s'arrêta le cortège funèbre lors de son dernier voyage une croix de pierre à sa mémoire, les Eleanor Cross. Cet acte témoigne d'un amour sincère et endeuillé. Même dans les unions arrangées, pouvait donc germer un véritable amour quand les époux avaient la chance de se plaire. Certains souverains décidèrent quand même de défier leurs devoirs et entrèrent en mariage par amour, même si cela irrita les conseillers politiques. L'exemple est le roi anglais, Édouard IV de la dynastie des York. Celui-ci épousa en 1464, de façon inattendue, Elizabeth Woodville, noble séduisante sans grande dot, et cela en secret par pure affection. Quand cela fut découvert, ses courtisans furent choqués. Un mariage avec une princesse française était prévu pour le roi, mais il préféra la femme dont il était tombé amoureux, bien qu'elle ne fût pas d'une famille peu souveraine. Ce scandale romantique provoqua une vague de mécontentement chez les lords puissants, mais Édouard IV maintint son mariage et Élisabeth devint reine d'Angleterre. L'amour triompha donc exceptionnellement de la diplomatie, même si les conséquences ne furent pas simples. Une partie de la noblesse ne lui pardonna jamais. Les sentiments amoureux des souverains se manifestèrent souvent plutôt hors de l'union officielle. Beaucoup de rois, dont le mariage arrangé ne procurait pas d'épanouissement sentimental, cherchaient romance et réconfort dans les bras de maîtresses. Nous y viendrons bientôt. Mais même à l'intérieur de la cohabitation conjugale, nous trouvons parfois de beaux exemples de partenariat et de respect mutuel. Les couples royaux plus heureux partageaient ensemble non seulement le devoir d'engendrer des descendants, mais aussi des intérêts communs et une proximité spirituelle. Le roi français Louis IX le Saint et son épouse Marguerite de Provence nourrissant, dit-on, l'un pour l'autre une tendre estime. Bien que Louis fût strictement pieux et considérât l'amour charnel comme une faiblesse, selon les chroniques, il se comportait avec Marguerite avec bonté et l'aimait tendrement. Seulement, il s'efforçait de modérer sa passion par les prières. Les histoires de ces harmonies silencieuses ne s'inscrivent pas autant dans l'histoire que les guerres et intrigues, mais elles faisaient aussi partie de la vie des souverains médiévaux. À côté de l'amour conjugal, cependant, l'amour interdit prospérait aussi dans les cours médiévales, romances extra-conjugales, qui pouvaient être soit un secret public, soit une affaire strictement gardée.
Parfois, il s'agissait de courtoisie innocente, selon le modèle de l'amour courtois. Le chevalier idéalisait la reine ou princesse sans franchir la limite physique. D'autres fois, les sentiments allèrent plus loin et se transformaient en liaisons secrètes. Et là commençait le danger. Si le roi tombait amoureux d'une autre femme que son épouse, il risquait certes la condamnation morale de l'Église. Mais socialement, cela pouvait se gérer. On pardonnait beaucoup au roi. Mais si la reine tombait amoureuse d'un autre homme, c'était un scandale menaçant la certitude de succession ainsi que sa vie. L'environnement de cour était plein de tentations et d'occasions de romances, et ces situations n'épargnèrent pas même le monde des têtes couronnées. Comme nous le montrerons dans la partie suivante, de nombreux souverains médiévaux entretenèrent des maîtresses et engendrèrent aussi des bâtards, et certaines affaires amoureuses dégénérèrent en scandales cruels. Avant d'y passer, concluons ce chapitre par une observation. Au Moyen Âge naît un étrange double visage de l'amour. Extérieurement, le souverain accomplit sa tâche dynastique aux côtés de son épouse, mais à l'intérieur de son cœur, il peut nourrir de profonds sentiments pour quelqu'un d'autre. La littérature courtoise de l'époque saisissait justement cette dualité, le héros tiraillé entre devoir et amour. Il n'est donc pas vrai que les rois et reines médiévaux aient été de froides figurines sur l'échiquier politique. Ils avaient leurs désirs et passions, mais devaient les cacher ou les modérer, selon les règles sociales. Et quand la passion franchit les limites, nous l'apprendrons bientôt. Nous entrons maintenant dans l'ombre des chambres interdites. Nous attendent amants, maîtresses et bâtards, des souverains médiévaux. Les rois régnaient peut-être sur leur pays, mais ils commandaient plus difficilement à leur cœur et leur corps. Il n'est pas secret que de nombreux souverains médiévaux entretenaient des relations amoureuses hors du lit conjugal. Maîtresses, et parfois amants, étaient une partie silencieuse de la vie des cours royales. Au haut Moyen Âge, la société n'y voyait rien de si choquant. Par exemple, le grand empereur Charlemagne avait à côté de ses épouses des officiels plusieurs concubines et engendra avec elles des enfants qui étaient considérés comme membres à part entière de la famille. Aux 8e et 9e siècles, il n'était pas exceptionnel qu'un souverain ait plusieurs femmes simultanément, bien qu'une seule soit la principale reine. L'Église tentait de s'y opposer, mais ce n'est qu'à partir du XIIe siècle, quand le mariage acquit la forme de sacrement ecclésiastique, qu'elle commença à sanctionner plus strictement la polygamie, le concubinage et les relations extra-conjugales. Cela ne signifie pas que les souverains cessèrent immédiatement leurs aventures, ils les cachèrent seulement, plus prudemment. La maîtresse d'un roi médiéval venait souvent des milieux nobles. Elle pouvait être dame de cour de la reine, veuve d'un noble ou simplement une femme séduisante de l'entourage de la cour. Les rois étaient des hommes puissants et riches, donc l'attrait de leur position séduisait beaucoup de monde. En même temps, on s'attendait, bien que pas à voix haute, à ce qu'un jeune roi énergique ait ses besoins. Tant qu'il ne trompettait pas trop ses incartades, la cour les tolérait comme quelque chose de naturel. Il existait même un dicton que le roi est trop puissant pour pécher, ce qui ne valait naturellement pas devant Dieu, mais suggérait une immunité face aux scandales mondains. Les reines n'avaient pas un tel privilège. Leur éventuelle infidélité était considérée comme haute trahison, mais on tolérait les incartades des rois comme faiblesse masculine. Certains souverains en profitaient largement. Par exemple, le roi anglais, Henri Ier, régna de 1100 à 1135, et célèbre pour avoir engendré plus de 20 enfants illégitimes. Les historiens citent la bête les noms de plus de 20 de ces bâtards, fils et filles, qu'ils reconnaissaient volontiers, et mariés dans des familles importantes. Pour un tel nombre de descendants, il fallait certainement plus d'une liaison amoureuse. Les sources de l'époque gardent discrètement le silence sur l'identité de toutes ces femmes, mais il est clair qu'Henri Ier se permettait des plaisirs extra-conjugaux au-dessus de la norme. De même, les rois français des XIVe et XVe siècles ont dans les chroniques des notes sur des favorites bien-aimées. Par exemple, Charles VII de France avait la célèbre maîtresse officielle Agnès Sorel, qu'on appelait à la cour la belle Agnès. C'était une séduisante dame de cour dont le roi tomba amoureux et qu'il établit ouvertement comme sa favorite.
Agnès avait une influence considérable sur Charles, et lui donna plusieurs filles. La noblesse grommela. L'Église prêcha sur le péché de luxure, mais le roi fit savoir que c'était ainsi que c'était bien, parce qu'il le voulait ainsi. Agnès Sorel est parfois désignée comme la première maîtresse officielle d'un roi français. Depuis lors, il devint de coutume en France que le roi est à côté de la reine encore une maîtresse en titre, maîtresse officielle avec une certaine position à la cour. Mais nous sommes déjà à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne. Aux époques antérieures, la position des maîtresses n'était pas si formalisée, mais elles existaient factuellement toujours. Des relations extraconjugales des souverains sortaient souvent des bâtards, c'est-à-dire des enfants illégitimes. Leur sort était à double tranchant. Ils ne pouvaient généralement pas prétendre au trône, surtout après le XIIe siècle, l'Église insistait pour que seuls les enfants nés en mariage soient héritiers légitimes. Mais le père pouvait quand même faire quelque chose pour eux. Beaucoup de rois légitimaient leurs bâtards par une intervention spéciale, soit par bulle papale, soit par déclaration formelle de mariage avec la maîtresse rétroactivement. Par exemple, le roi aragonais Alphonse XI de Castille, 1311 à 1350, avait une maîtresse de longue date, Éléonore de Guzman, et avec elle une série d'enfants. Il favorisa ses fils illégitimes à tel point qu'après sa mort éclata une guerre entre son fils légitime et son bâtard pour le trône. Cela montre comment les maîtresses réussissaient à bouleverser la politique. Quand le roi préférait les descendants du lit illégitime, il pouvait ainsi menacer la stabilité de la dynastie. Le conflit mentionné en Castille mena au changement de dynastie régnante. Les bâtards étaient donc à la fois opportunité et menace. Ils servaient souvent au roi comme conseillers ou généraux capables, le père leur arrangeait de bons mariages et titres, mais représentaient en même temps une branche alternative de la famille sur laquelle pouvait s'appuyer l'opposition. Et qu'en est-il des maîtresses de sexe féminin, c'est-à-dire la situation où la reine avait un amant? C'était délicat et rare justement parce que les conséquences seraient un des fatales. Pourtant, de tels cas arrivèrent aussi. Célèbre est le sort des princesses françaises de l'affaire de la tour de Nesle en 1314, quand il fut révélé que les épouses des trois fils du roi Philippe IV se rencontraient avec leurs amants, les frères chevaliers d'Aunay. Ce fut un énorme scandale. Les jeunes duchesses Marguerite et Blanche de Bourgogne donnant, dit-on, des rendez-vous aux chevaliers dans la tour parisienne de Nesle. Quand leur belle-sœur, la reine anglaise Isabelle, fille de Philippe IV, révéla cela, le scandale éclata. Les chevaliers furent arrêtés, et après une cruelle torture exécutée, selon certains rapports, ils furent quand même écorchés vifs, tant la colère puissante du roi et la honte de la famille royale suscitèrent la violation de l'honneur. Les princesses coupables furent tondues et enfermées à vie dans la tour. Marguerite mourut même bientôt dans des circonstances mystérieuses. Elle fut peut-être étranglée. Cette tragédie ébranla toute la France et eut aussi des conséquences politiques. Les trois fils de Philippe montèrent successivement sur le trône, mais deux d'entre eux n'eurent pas de fils légitimes, à cause de leurs épouses emprisonnées ou discréditées. La dynastie des Capétiens s'éteignit donc par l'épée et déclencha une guerre longue de succession, guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre. Nous voyons donc que l'infidélité d'une princesse pouvait avoir un impact sur tout le royaume. Un autre exemple est le roi anglais Édouard II et son épouse Isabelle de France. Ici, c'était paradoxalement le pécheur, plutôt le roi. Édouard avait en effet une relation trop intime avec ses favoris parmi les nobles, surtout avec le beau courtisan Piers Gaveston, et plus tard Hugues Despencer. Les courtisans les méprisaient, parce que le roi les comblait de titres et d'amour, appelait même Gaveston son frère, et passait avec lui un temps suspect. Qu'il s'agisse d'amitié pure ou de relations amoureuses, les chroniques ne font que l'insinuer. Le résultat fut que la reine Isabelle se sentit repoussée et humiliée. Quand les barons révoltés tuèrent Gaveston en 1312, Édouard II se trouva un autre favori, Despencer, et Isabelle finit par s'allier avec l'amant Roger Mortimer,
avec qui elle renversa son mari du trône. Édouard II fut contraint d'abdiquer, et plus tard mystérieusement assassiné en prison. On note les rumeurs morbides qu'il fut assassiné d'une façon faisant allusion à la sodomie. Une broche rougie lui aurait été introduite dans les entrailles, pour que la mort corresponde à son péché. Mais les historiens considèrent cela plutôt comme une légende ultérieure. Il est certain que les sentiments personnels débridés dans cette famille royale menèrent au coup d'État. Isabelle et Mortimer régnèrent quelque temps pour le fils mineur jusqu'à ce que le fils, Édouard III, les élimine. Nous voyons ici le triangle amoureux, roi-reine favori, dans toute sa tragédie. Les maîtresses ne causaient pas que des ennuis. Beaucoup d'entre elles offraient au roi soutien et même conseils politiques. La favorite française, Agnès Sorel, motiva, dit-on, le roi Charles VII à gouverner plus énergiquement dans la guerre traînante avec l'Angleterre. De même, Diane de Poitiers, maîtresse un siècle plus tard, sous Henri II de France, aidait factuellement à diriger la politique de cour. Mais nous sommes déjà un peu ailleurs dans le temps. Au Moyen Âge, nous trouvons aussi, par exemple, le cas du roi tchèque Venceslas IV, qui avait une relation très proche avec sa maîtresse Zika, appelée aussi Sophie. Après la mort de sa première épouse, Venceslas épousa cette bien-aimée de longue date, l'élevant ainsi au rang de reine, connue dans l'histoire sous le nom de Sophie de Bavière. Parfois donc la maîtresse réussissait au point de remplacer la reine, surtout quand le roi était veuf et voulait légitimer leurs relations. Nous avons aussi mentionné les amants masculins, par exemple les favoris d'Édouard II. L'histoire connaît plus de souverains, chez qui on spécule sur des penchants homosexuels. Par exemple, Guillaume II d'Angleterre, surnommé le Roux, ne se maria jamais, et les sources contemporaines critiquent sa cour pour l'efféminement et les mœurs de type romain. Elles suggèrent ainsi la pédérastie entre courtisans. Sur Richard Cœur de Lion circulèrent des rumeurs que quand il était jeune prince séjournant à la cour française, il se lia d'amitié avec le prince Philippe au point qu'ils partageaient, dit-on, un lit la nuit. Ces allusions pouvaient être des calomnies, mais elles montrent que même l'orientation différente se rencontrait au Moyen Âge et n'échappait pas à l'attention. Elle était cependant strictement condamnée par l'Église comme péché mortel de sodomie. Un souverain pouvait certes se permettre plus qu'une personne ordinaire, mais s'il avouait publiquement l'amour pour un homme, cela menacerait son autorité et son âme. C'est pourquoi ces histoires restent généralement à l'état d'allusion. De plus, elles servaient souvent aux ennemis à noircir le souverain. L'accuser de vice sodomite était un moyen de le discréditer. Une chose est certaine, les cours étaient pleines de gens jeunes et expérimentés, et les relations y naissaient sous diverses formes, qu'on puisse ou non en parler. L'existence même de maîtresses et bâtards n'était rien d'inhabituel au Moyen Âge. Quand on n'en parlait pas trop publiquement, cela se tolérait en silence. D'autre part, les rivaux puissants ou prédicateurs moralisateurs savaient utiliser de telles choses contre le roi. Par exemple, les chroniques tchèques de l'époque de Charles IV mentionnent comment l'archevêque Jean de Jenstein luttait contre l'immoralité à la cour de Venceslas IV, où prospérait, dit-on, le péché d'ivrognerie et de luxure. Les moralistes avertissaient que la débauche du roi attirerait la colère de Dieu sur tout le royaume. Quand Venceslas IV fit ensuite face à des disputes politiques, sa réputation de pécheur ne l'aida certainement pas. De même ailleurs, le roi Jean, sans terre, avait déjà une mauvaise réputation de tyran et traître, et les rumeurs qu'il séduisait épouses et filles de ses barons ne firent qu'alimenter l'opposition de la noblesse anglaise. L'un des barons, Robert Fitzwalter, prétendit même que le roi avait voulu déshonorer sa fille, et que c'était justement l'une des raisons du complot contre Jean. Il n'est pas étonnant que ce souverain fût contraint en 1215 de signer la Magna Carta, et que son règne finit dans le chaos. De nombreux nobles ne purent lui pardonner les torts personnels, y compris les attaques sur leur honneur par les chambres. Les maîtresses pouvaient donc être pour le roi source de plaisir et point faible. Pour la plupart des reines,
L'existence des maîtresses de leur mari signifiait une réalité amère, avec laquelle elles devaient être composées. Parfois, elles étaient jalouses et intriguées contre elles. D'autres fois, elles les toléraient en échange du fait que la maîtresse leur fichait la paix et ne menaçait pas leur position. Il reste par exemple des lettres de la reine française Marie de Médicis, XVIIe siècle, qui souffrait de l'influence de la maîtresse de son mari. Mais ce n'est plus le Moyen Âge. Au Moyen Âge, la reine faisait généralement semblant de ne rien voir. Les maîtresses plus tactiques agissaient discrètement pour ne pas humilier publiquement la reine. Cela devait pourtant être difficile pour beaucoup d'épouses nobles. Il est rapporté qu'Éléonore d'Aquitaine, avant sa révolte contre son mari Henri II, supporta longtemps mal son affection ouverte pour la maîtresse Rosamunde Clifford, appelée aussi Belle Rosamunde. Le roi entretenait, dit-on, Rosamunde, dans un somptueux domaine de campagne, et allait souvent la voir, tandis que la reine s'occupait de la cour et des enfants. La légende dit même que la jalouse Éléonore fit plus tard empoisonner Rosamunde, ce qui est probablement une invention. Mais cela montre quelles fortes émotions on attribuait à ce triangle amoureux. Naturellement, ce n'étaient pas seulement les rois qui avaient des maîtresses. Certains représentants de l'Église violaient aussi leurs vœux de célibat et entretenaient des concubines. Mais nous mentionnons cela marginalement, pour qu'il soit clair que la sexualité était une partie naturelle de la vie de toutes les couches, et le Moyen Âge n'était pas une exception. La différence était qu'on ne devait pas en parler à voix haute, et tout était enveloppé dans le manteau de la morale officielle. Celle-ci tombait cependant parfois, et les scandales remontaient à la surface. Nous avons maintenant décrit comment rois et reines avaient souvent des relations amoureuses hors mariage. Mais que se passait-il quand une telle affaire dépassait la mesure tolérable ? Certaines escapades amoureuses ne restèrent pas seulement secrets de famille, mais changèrent le cours de l'histoire. Allons voir les plus grands scandales dans les chambres royales, des infidélités découvertes aux guerres causées par des défaillances intimes. Dans un instant, nous explorerons les histoires de scandales qui ébranlèrent les trônes et s'inscrivirent dans les chroniques en lettres de sang. Jusqu'ici, nous avons mentionné que les relations extraconjugales des souverains étaient généralement un secret public silencieux. Cependant, l'histoire a aussi enregistré des cas où un écart intime devint un scandale public d'énormes proportions. Ces affaires choquèrent la société contemporaine et menèrent souvent à des chutes de hauts lieux, voire même à des guerres. Nous avons déjà discuté en détail l'affaire de la tour de Nesle de 1314, qui est un cas d'école. Les adultères découverts de deux princesses, Marguerite et Blanche, menèrent à l'exécution de leurs amants, à l'emprisonnement à vie des épouses coupables et déclenchèrent une crise dynastique en France. Disons encore comment les chevaliers furent durement punis dans ce scandale. Les chroniqueurs rapportent qu'on les fit castrer, mutiler et écorcher avant de les pendre, tant le roi Philippe IV était furieux de la souillure de l'honneur de sa famille. Les femmes infidèles étaient aux yeux de la société médiévale, dignes seulement d'isolement à vie. Quand le fils de Philippe monta sur le trône comme Louis X, son épouse infidèle Marguerite était encore vivante en prison et formellement toujours reine. Louis X voulait la répudier, mais avant qu'il puisse divorcer, Marguerite mourut dans des circonstances suspectes. Elle fut probablement éliminée, pour que le roi puisse se remarier. La fin triste d'un élan amoureux à Nesle balaya ainsi plusieurs vies et influença la ligne successorale. L'Angleterre ne manquait pas de scandales au XIVe siècle, comme nous l'avons esquissé avec Édouard II. Son cas appartient au plus connu. Le roi, préférant les favoris masculins et négligeant la reine, mena jusqu'au régicide. Mais d'autres rois anglais ressentirent aussi les conséquences de leurs aventures intimes. Jean sans terre, King John, fut inscrit dans l'histoire comme tyran et souverain incapable, mais les contemporains lui reprochaient aussi sa libido insatiable. Le chroniqueur Mathieu Paris écrit que Jean séduisait honteusement noble pucelle et épouse de ses barons. Cette conduite franchit la limite non écrite. Le souverain insultait ainsi ses hommes les plus puissants du pays. Selon une histoire populaire, le baron Robert Fitzwalter se révolta aussi,
parce que Jean tenta de violer sa fille, connue sous le nom de Mathilde. Elle inspira peut-être plus tard la légende de Lady Marion de Robin des Bois. Un autre noble tendit, dit-on même, un piège au roi. Quand Jean désira sa femme, il l'envoya secrètement au loin et mit dans la chambre une prostituée déguisée. Le roi ne reconnut rien dans la chambre obscure et se moqua le lendemain du baron sur la façon dont il avait facilement conquis sa dame. Le baron lui montra alors cette femme et répliqua que le roi avait couché avec une courtisane, humiliant publiquement le roi. Il n'est pas prouvé que cet épisode se soit vraiment passé, mais on le racontait, et cela complétait la réputation de Jean Santerre comme débauché et escroc. Résultat, beaucoup de barons se détournèrent de lui et se joignirent à la révolte qui força la Magna Carta. Nous voyons là que la violation des limites intimes de la noblesse par le roi contribua à sa chute. En Europe centrale, un scandale causa même la mort du roi tchèque Venceslas III, dernier des Přemyslides. Celui-ci n'était certes pas marié, il avait 16 ans, mais menait, dit-on, une vie débauchée pleine de maîtresses, ce qui indignait son entourage. Selon certaines théories, sa vengeance en 1306 était justement due à la vengeance pour avoir séduit une mauvaise femme. Les historiens privilégient certes les motifs politiques, mais les annales de l'époque ne purent s'empêcher de mentionner que le jeune roi vivait immoralement et que cela lui apporta une mauvaise mort. Cela montre comment l'aspect intime pouvait être utilisé pour l'évaluation morale du souverain et pour justifier la violence contre lui. Si nous avançons de quelques siècles, le roi anglais, Henri VIII, bien que techniquement déjà souverain de la Renaissance, poussa les conséquences de la vie intime jusqu'au schisme de l'Église. Son obsession d'obtenir un héritier mâle et son embrasement amoureux pour Anne Boleyn menèrent à ce qu'il répudie sa première épouse Catherine d'Aragon. Quand le pape ne voulut pas lui permettre le divorce, Henri rompit les liens avec l'Église catholique et se proclama chef de l'Église nouvelle, anglicane. Cet exemple d'extrême ne fait que confirmer comment les désirs intimes du souverain, vouloir un fils, folie pour une femme, pouvaient changer le cours de l'histoire, dans ce cas provoquer la réforme en Angleterre. Bien qu'Henri VIII dépasse déjà le cadre du Moyen Âge, son histoire est l'aboutissement de la tendance où la vie personnelle du monarque avait des impacts politiques de portée immense. Retour cependant au Moyen Âge. Il convient de mentionner que non seulement les intrigues amoureuses, mais aussi les accusations sexuelles étaient une arme puissante. Parfois, le scandale naissait même d'une accusation mensongère. Par exemple, la reine française Isabeau de Bavière, épouse du dérangé Charles VI, fut accusée par la propagande ennemie d'inceste avec son propre beau-frère Louis d'Orléans et de promiscuité en général. Bien que les historiens n'aient trouvé aucune preuve, les calomnies atteignirent leur but. Les gens crurent qu'Isabeau était une adultère scandaleuse, et cela affaiblit sa position de régente. La réputation sexuelle d'une femme pouvait donc détruire son influence même sans base réelle. De même, les chasses aux sorcières mentionnaient souvent orgies avec le diable et autres horreurs inventées. La sexualité était dans les représentations des gens médiévaux, quelque chose de lié au péché, et donc se prêtait facilement à la scandalisation. Certains scandales étaient tragicomiques. Par exemple, au XVe siècle à la cour de Bourgogne se déroula un duel de derrière nus, comme l'enregistra le chroniqueur. Un courtisan et une dame de cour furent surpris en indécence, et le duc de Bourgogne ordonna un châtiment public. On dénuda les fesses des coupables, et devant la cour assemblée, on les fouetta. En cela, l'aristocratie était claire. Qui commit un dérapage moral de caractère public devait être puni de façon exemplaire. Naturellement, s'il s'agissait du souverain lui-même, un tel châtiment ne menaçait pas. Qui jugerait le roi ? Au maximum, l'Église menaçait d'excommunication, ou Dieu par les malheurs. Mais aux yeux des sujets, la réputation du roi pouvait quand même se dégrader considérablement par les scandales. Le peuple ordinaire regardait cependant diversement les incartades du roi, certains avec indignation, d'autres avec fascination.
Déjà au Moyen Âge, nous pouvons observer une certaine faim du public pour les piquants des classes supérieures. Circulaient en dit par exemple des chansons grivoises sur les maîtresses royales ou des rumeurs sur les orgies imperverses, à la cour, souvent exagérées. On peut dire que le germe de la curiosité de boulevard existait. Les gens chuchotaient sur ce que le roi faisait dans sa chambre. Tout bien considéré, les scandales de caractère intime étaient une partie inséparable de l'histoire des familles souveraines. Certains furent étouffés, d'autres devinrent connus et servirent d'avertissement ou de sensation pour les générations suivantes. Pour notre voyage, il est important que chaque tel scandale était en même temps un affrontement avec le pouvoir de l'Église et de la morale, car c'était justement l'Église qui était cette force qui veillait sur la vie intime de tous, y compris les rois, comme gardien strict. Comment l'Église médiévale influençait-elle la vie amoureuse des souverains et quelles limites établissait-elle? Nous en parlerons bientôt. Ne manquez pas la partie suivante où nous nous concentrerons sur la piété, le péché et la pénitence, bref, sur la façon dont l'Église dirigeait les chambres des souverains médiévaux. L'Église médiévale avait sur la vie intime de ses ouailles, y compris les rois, une opinion sans équivoque. Le sexe n'était permis que dans le cadre du mariage et exclusivement dans le but de procréer. Toute déviation était considérée par l'Église comme péché, de la fornication, rapport sexuel de célibataire, à l'adultère jusqu'à la soi-disant sodomie. Sous ce terme tombait tout depuis l'homosexualité aux pratiques non conventionnelles jusqu'à l'usage de contraceptifs. Bref, tout ce qui ne menait pas à la conception dans un mariage régulier. Pour le souverain médiéval, défenseur oint de la foi, ces règles s'appliquaient officiellement doublement. Les rois devaient donner l'exemple en matière de vertu, du moins dans le monde idéal des sermons et homélies. Naturellement, la réalité, comme nous l'avons vu, était souvent différente, mais les auteurs ecclésiastiques rappelaient inlassablement les lois de Dieu. L'Église s'efforçait de réguler même la vie sexuelle conjugale. Vous serez peut-être surpris du nombre d'interdictions qui existaient. Au haut Moyen Âge existaient les soi-disant jours chastes, où même les époux avaient strictement ordonné l'abstinence sexuelle. Selon les calendriers ecclésiastiques, les époux ne devaient pas avoir de rapport le dimanche, jour du Seigneur, les vendredis, en mémoire de la Passion du Christ, les jours de fête des saints, pendant le jeûne, surtout tout le carême avant Pâques, 40 jours, puis en avant Noël, aussi après l'accouchement, jusqu'à ce que la femme subisse le rite de purification appelé relevailles, pendant les menstruations de la femme, et les intimités étaient aussi interdites avant la réception du sacrement, par exemple avant la messe dominicale ou avant la communion. En somme, dans l'année, ne restèrent que quelques semaines où la cohabitation conjugale était sûre du point de vue du péché. Au Xe siècle, la liste des jours interdits était si large que réellement les époux ne pourraient être ensemble qu'environ un quart de l'année. Les historiens doutent cependant que les gens respectaient ces interdictions rigoureusement. Elles devaient plutôt agir comme idéal vers lequel la barre était placée. Vers le XIIe siècle, l'Église céda un peu et commença à dire que l'abstinence sexuelle les jours de fête était appropriée, mais pas péché mortel si violation il y avait. Pourtant, de nombreux chrétiens pieux, et les rois sans exception, s'efforçaient de suivre ces directives. Par exemple, Louis IX le Saint, avant les grandes fêtes, dormait toujours séparément de la reine et se consacrait aux prières pour purifier son esprit des désirs charnels. Il existait aussi des guides ecclésiastiques sur les positions dans lesquelles les époux pouvaient copuler. Curieusement, cela aussi était sujet de réflexion morale. Les textes ecclésiastiques privilégiaient que l'homme soit au-dessus et la femme en dessous, soi-disant position du missionnaire, car cela correspondait, dit-on, à l'ordre naturel. À l'inverse, d'autres positions étaient perçues comme non naturelles, voire diaboliques. Et que dire du sexe oral ou anal, c'était clairement désigné comme sodomie, c'est-à-dire perversion la plus grave,
car de cela ne pouvait naître aucune conception. L'acte homosexuel était alors rangé dans la même catégorie de sodomie, à la différence qu'il y avait plus grande menace de châtiment social s'il était découvert. L'acte masculin avec un homme était considéré comme crime contre Dieu et la nature. Pour cela, les tribunaux ecclésiastiques donnaient de strictes pénitences, long jeûne, pèlerinage, et les pouvoirs séculiers, parfois même la peine de mort, surtout à partir du haut Moyen-Âge et plus. Si on découvrait qu'un roi péchait ainsi, l'Église pourrait même le déposer. Cela n'arriva pas directement. Aucun roi n'avoua ouvertement une telle relation. Mais le mentionné Édouard II d'Angleterre était sur la sellette. Son épouse Isabelle suggéra dans une lettre au pape qu'Édouard s'adonnait au péché de sodomie et la négligeait. Le pape Jean XXII préféra ne pas résoudre cela publiquement, mais la situation prouve que même la reine elle-même joua cette carte pour obtenir le soutien ecclésiastique contre son mari. La surveillance ecclésiastique se manifestait aussi lors de la confession. Tout bon chrétien devait au moins une fois par an avouer ses péchés au prêtre, et celui-ci pouvait se permettre de questionner même sur les choses intimes. Les manuels spirituels contenaient des instructions pour les prêtres, pour qu'ils demandent aux fidèles s'ils n'avaient pas péché par fornication, adultère ou pratiques impures, même en mariage. Un célèbre manuel, le soi-disant pénitentiel de l'époque de Charlemagne, énumère les écarts possibles dans la chambre très en détail, et assigne à chacun un châtiment sous forme de jeûne au pain et à l'eau. Par exemple, pour la masturbation, tant et tant de jours de jeûne, pour un rapport extra-conjugal encore plus, etc., les époux devaient demander au prêtre s'ils pouvaient partager le lit, par exemple en période de carême, et respecter ses conseils. Combien de rois le faisaient vraiment ? Nous ne le savons pas. Il reste cependant des témoignages que certains faisaient effectivement pénitence pour excessive concupiscence charnelle. Par exemple, le roi polonais Boleslas, deuxième le Hardi, au XIe siècle, avait, dit-on, un caractère si impétueux et indomptable, même dans les aspects intimes, qu'il finit après un conflit avec l'évêque Stanislas par faire pénitence en exil. Et le prince tchèque, Břetislav Ier, promulgua en 1039 de célèbres décrets sur la stricte morale sexuelle de ses sujets. Peut-être aussi parce qu'il avait lui-même enlevé et violé son épouse. C'était un mariage par enlèvement. Donc il s'efforçait de racheter son propre péché par la dureté de la loi pour les autres. Mais tous les souverains ne se laissaient pas dompter par l'Église. Certains entrèrent directement en conflit avec les prédicateurs. Le roi français Philippe Ier régna de 1060 à 1108, tomba si amoureux de la comtesse Bertrade de Montfort qu'il répudia son épouse et épousa Bertrade, bien qu'elle fût mariée à un autre. Ce double scandale adultère aboutit à ce que le pape excommunia Philippe, l'exclut de l'Église, et imposa l'interdit sur la France, jusqu'à ce que le roi abandonne l'union pécheresse. Philippe Ier résista d'abord à l'Église plusieurs années, vécut avec Bertrade et ignora les interdictions. Finalement, sous la pression, il consentit à une pénitence publique, mais ne chassa pas complètement Bertrade. Il le montra simplement moins. Ce n'était qu'à la fin de sa vie qu'il la répudia, dit-on, et se réconcilia avec l'Église. Nous voyons ici un souverain qui, pour l'amour personnel, risqua la damnation et les complications politiques. Son exemple avertit les successeurs que l'Église avait le pouvoir de rendre la vie difficile même au roi, s'il violait ostensiblement les normes morales. Un autre célèbre procès est le conflit de Philippe II Auguste avec les papes au sujet du mariage. Philippe II épousa la princesse danoise Ingeborg, mais immédiatement après le mariage, la rejeta pour des raisons obscures. Peut-être ne lui plaisait-elle pas, peut-être y avait-il une barrière linguistique entre eux. En tout cas, il demanda à l'Église l'annulation du mariage avec une justification curieuse. Il prétendait être frappé d'impuissance sorcière, qu'Ingeborg l'avait ensorcelé, de sorte qu'il ne pouvait physiquement être homme avec elle. En latin, cela sonnait comme impotentia ex maleficio.
Le pape hésita d'abord, mais Philippe prit entre-temps une autre femme, Agnès de Méran. Cela indigna l'Église. Le pape Innocent III déclara le second mariage invalide et imposa l'interdit sur Philippe, ce qui signifiait l'arrêt des offices religieux en France. Le peuple et la noblesse pressèrent le roi de résoudre cela. Finalement, Philippe II dut reprendre Ingeborg comme épouse légitime et faire pénitence publique. Il ne renouvela plus la vie conjugale avec elle, mais au moins répara formellement la situation pour que l'Église retire les châtiments. Ce cas montra que même le roi le plus puissant ne pouvait ignorer complètement le droit canon dans les affaires intimes. S'il le faisait, il risquait que l'arme spirituelle, comme l'interdit, suscite des troubles dans le pays. Les rois étaient contraints de chercher des compromis avec l'Église. Quand ils voulaient répudier leur épouse, ils devaient trouver une raison acceptable et la bonne procédure. L'Église surveillait aussi étroitement la légitimité héréditaire. Si elle avait des soupçons que le successeur au trône n'était pas le vrai fils du roi, mais rejeton de l'amant de la reine, elle pourrait tranquillement refuser l'onction d'un tel héritier. C'est pourquoi on veillait tant à la réputation des reines et à ce que leur grossesse se déroule sous surveillance. Dans certains cas, on réclamait le jugement de Dieu, par exemple l'ordalie par l'eau ou le fer, si quelqu'un était accusé d'adultère et qu'il n'y avait pas de preuves. Mais chez un monarque, un tel procès ne serait pas envisageable. Là, décidaient le pouvoir et la politique. En tout cas, la propagande ecclésiastique prétendait que Dieu punissait les fornicateurs lui-même. Parfois, par exemple, la mort inattendue d'un souverain s'interprétait comme châtiment pour ses vices. Outre les interdictions et châtiments directs, l'Église avait aussi des modèles positifs. Elle exaltait les saints qui vécurent dans la chasteté absolue. Certains couples souverains conclurent même de soi-disant mariage de Joseph, nommé d'après Joseph et Marie, c'est-à-dire vœux qu'ils n'auraient pas de rapports ensemble. C'était extrêmement rare, car la lignée dynastique ne naîtrait pas ainsi, mais quelques tels cas nous connaissons plutôt parmi la noblesse ou souverains qui se connurent seulement dans la vieillesse. Par exemple, le prince tchèque Oldřich et son épouse Božena n'eurent certainement pas un mariage de Joseph. Au contraire, ils péchèrent légendairement quand Oldřich abandonna sa première épouse et prit la simple Božena. Mais par exemple, sainte Marguerite de Hongrie refusa le mariage et vécut au couvent comme vierge, bien qu'un époux royal lui fût offert. L'Église la canonisa pour cela. Ces exemples devaient rappeler aux souverains l'idéal, chasteté et fidélité. La réalité était donc telle que les rois reconnaissaient publiquement l'autorité de l'Église dans les questions de morale sexuelle, mais secrètement beaucoup faisaient l'opposé. Tant que cela ne sortait pas à la surface, l'Église fermait parfois les yeux. Elle savait que la nature humaine était forte, mais dès qu'il y avait scandale, elle exigeait implacablement la pénitence. Une série de souverains firent donc vers la fin de leur vie des actes pénitents ostentatoires, comme s'ils lavaient les péchés de jeunesse. Par exemple, le roi aragonais Martin premier regretta, dit-on, à la fin de sa vie ses excès amoureux et soutint financièrement les monastères. Le roi anglais Henri II, après des années de lutte avec ses fils rebelles et son épouse, regretta aussi la façon dont il mena une vie dissolue avec des maîtresses et fit des pénitences publiques, flagellations au tombeau de Becket, etc. Il est possible que dans ces actes pénitents jouait un rôle aussi la peur du châtiment posthume. L'homme médiéval, fût-il roi, croyait fermement que le péché mortel de luxure pouvait le précipiter en enfer. C'est pourquoi certains rois plus pieux allaient, en dit-on, à confesse après chaque rapport intime avec leur propre épouse, car ils avaient l'impression d'avoir cédé à la concupiscence, même si c'était en mariage. Par exemple, le mentionné Louis IX allait le matin après une nuit avec son épouse chez son chapelain personnel et demandait pardon à Dieu s'il avait trouvé du plaisir dans l'acte. Il mesurait si strictement réalité et idéal. Nous ne devons pas oublier que l'Église luttait aussi contre la contraception et l'avortement, ce qui concernait la vie intime. Pour l'Église, tout empêchement conscient de la conception était péché. Pourtant,
Existaient au Moyen Âge des herboristes et apothicaires qui conseillaient secrètement aux femmes comment éviter la conception non désirée, par exemple grâce aux herbes comme la rue, carottes sauvages ou moyens mécaniques. Si même les couples royaux utilisaient la contraception, c'est une question. Habituellement, ils voulaient plutôt tomber enceintes que l'inverse. C'était possible plutôt chez les maîtresses du roi. S'ils ne voulaient pas qu'elle accouche, ils pouvaient essayer quelques trucs. Par exemple, le retrait avant l'orgasme, coitus interruptus, était connu des gens depuis l'Antiquité, et ils le pratiquaient là probablement, où on utilisait des anneaux, éponges et décoctions, mais difficile de dire chez qui. En tout cas, l'Église condamnait ces pratiques comme meurtre d'âme future. Il reste un cas du XVe siècle où une princesse italienne, Béatrice d'Este, se confia à son confesseur qu'elle ne voulait plus d'autres enfants, elle en avait beaucoup. Et il lui conseilla, dit-on, jeûne et prière pour l'abstinence, rien de plus. Les médecins dans les universités conseillaient cependant parfois aussi des méthodes drastiques, par exemple saigner pour provoquer l'avortement. Cela se cachait, car l'Église pour l'avortement artificiel imposait l'excommunication. De tels extrêmes appartenaient cependant plutôt au cas tragique. À la lumière de tout cela, il est admirable que les souverains réussissent en généralement à trouver l'équilibre entre les exigences du corps, du cœur et de l'âme. Le roi était souvent écartelé entre péché et sainteté, la nuit avec la maîtresse, le matin à la messe comme roi pieux. Un savant contemporain observa justement: le château du roi est à la fois maison de prière et maison de péché. L'Église ne cessait de rappeler la première partie, tandis que les poètes de cour chantèrent souvent le second, bien qu'en forme voilée d'amour courtois. Résumons la situation. La morale officielle était stricte, mais le comportement réel des souverains était plus varié. L'Église avait une énorme influence sur l'opinion publique, et les rois devaient au moins, extérieurement, faire preuve de piété et de regret pour les écarts. Cette double vie, publiquement vertu, privément passion, appartenait au coloris du Moyen Âge. On peut dire que l'Église créa un cadre dans lequel les souverains évoluaient. La plupart respectaient ces limites assez pour éviter l'affrontement public. Qui perça les limites? Bigamie scandaleuse, adultère violent, celui-là se heurta. La vie intime des souverains médiévaux était donc une négociation constante entre commandement et nature. Il nous reste encore à regarder dans l'intimité quotidienne des rois et reines. À quoi ressemblait leur cohabitation intime dans un jour ordinaire? Quelles étaient leurs habitudes hygiéniques? Et qu'en est-il d'une chose si délicate que l'engendrement de descendants et l'accouchement? C'était dans le cas des souveraines en fait un événement public. Dans un instant, nous regarderons donc le quotidien dans les chambres royales, l'hygiène, la contraception et l'arrivée au monde des enfants royaux. La vie du roi et de la reine médiévaux se déroulait en grande partie en public. Pourtant existèrent des moments et espaces qui devaient être réservés à eux seuls. À quoi ressemblait l'intimité des souverains sur le plan pratique? De façon surprenante, l'intimité était un concept très relatif. Les châteaux royaux n'étaient pas construits en pensant à l'intimité. Il s'agissait plutôt de grandes salles et chambres, où quelqu'un était constamment. Le roi et la reine avaient généralement chacun sa propre chambre ou tout un appartement. Ils passèrent du temps ensemble selon leur bon plaisir, parfois souvent, d'autres fois rarement. Les lits conjugaux n'étaient pas nécessairement partagés chaque nuit. Dans la haute société, il était assez habituel que les époux dorment séparément, chacun dans sa chambre, et se donnent rendez-vous selon arrangement. Les raisons étaient en multiples, pratiques, chacun avait son régime entouré de domestiques. Sanitaires, en hiver il faisait froid dans les grandes chambres, dont ils dormaient plutôt près de leur propre cheminée. Et sentimentales, ils n'avaient pas besoin de passer les nuits ensemble si leur union était plus formelle. Naturellement, dans les domaines où régnait un sentiment sincère, les époux partageaient les plus souvent le lit. Mais même ainsi, les grands seigneurs tenaient à leur espace personnel. Les chambres séparées étaient aussi un signe de prestige, tandis que les sujets dormaient entassés ensemble dans une pièce. Le roi et son épouse pouvaient se permettre le luxe de 2 chambres.
Par exemple, à la cour anglaise, il est attesté qu'au XIVe siècle, le roi et la reine avaient en chacun leur propre série d'appartements, habituellement reliés par des portes. Le roi pouvait ainsi rendre visite à la reine le soir, ou elle à lui, et ensuite se retirer à nouveau chez soi. Dans certains cas, les époux vivaient pratiquement séparément, et ne se rencontraient qu'aux occasions officielles, ou dans le but de procréer. Derrière les portes de la chambre, cependant, il n'y avait jamais le vide. Comme nous l'avons déjà suggéré, la domesticité était toujours proche. La reine avait ses dames de cour qui l'aidaient pour l'habillement, le bain, les prières. Elle dormait souvent dans les chambres adjacentes, ou même dans un coin de la chambre. Le roi avait des chambellans et gardes. Par exemple, Édouard II employait environ 500 membres de la cour, et même la nuit, quelques personnes le gardaient toujours. Au moment de véritable intimité, que ce soit avec l'épouse ou la maîtresse, cependant, la plupart du personnel disparaissait discrètement. Néanmoins, juste derrière les portes se tenaient les chambellans, prêts à satisfaire tout caprice, apporter du vin, des fruits, réchauffer les couvertures quand il faisait froid, ou livrer un message. Cela signifiait que le souverain ne pouvait mener une longue conversation privée sans risquer l'écoute, et la même chose s'appliquait aux jeux dans la chambre. Les sons de passion pouvaient très bien parvenir aux oreilles derrière les portes. La curiosité de la domesticité ne pouvait souvent pas être surveillée, et ainsi toutes sortes de femmes de chambre et pages étaient une source de potins ultérieurs. La nouvelle, cette nuit, le roi était chez la reine, ou la reine était longtemps éveillée avec un visiteur inconnu, pouvait rapidement se répandre si quelqu'un ne prenait pas de pot de vin pour le silence. C'est pourquoi les affaires amoureuses royales restaient rarement cachées pour toujours. Il se trouvait toujours quelqu'un de la maisonnée qui remarquait et finalement le trahissait. L'hygiène au Moyen-Âge était généralement plus simple qu'aujourd'hui, mais cela ne signifie pas que tous évitaient de l'eau, comme on le raconte parfois. Les rois et reines avaient à disposition des salles de bain ou cuves et certains étaient assez soigneux en matière de propreté. Par exemple, Éléonore d'Aquitaine veillait, dit-on, aux bains réguliers et aux parfums aux huiles. Blanche de Castille, mère de Louis IX, avait un célèbre bain aux herbes après l'accouchement pour fortifier le corps. On dit que le roi tchèque Venceslas IV aimait se baigner dans des cuves avec ses chiens et un verre de vin. Peut-être trop, selon les remarques venimeuses des chroniqueurs. En tout cas, les cours tenaient aux herbes parfumées et parfums dont elles parfumaient les appartements. Les chambres de la reine étaient souvent fumigées à l'encens et pot pourri pour qu'il y ait une odeur agréable. La raison n'était pas seulement esthétique. À une époque sans lavage quotidien et déodorant, c'était pratique. La vie intime s'accompagne naturellement d'odeurs corporelles, et le Moyen Âge s'efforçait de les masquer avec beaucoup de parfums. Rose, jasmin, musc, tout cela s'importait. Les reines recevaient des alchimistes des eaux parfumées dont elles s'enduisaient. Pourtant, pour l'homme moderne, la chambre médiévale aurait probablement été un choc olfactif. Sueur, fumée de cheminée, parfum d'épices et odeurs moins agréables. Le pot de chambre était dans le coin de la pièce. Tout cela se mélangeait. On croyait que les parfums pouvaient influencer l'humeur et la santé. Les médecins conseillaient certains arômes pour stimuler le désir, ou au contraire refroidir la passion. Par exemple, le musc et l'ambre gris étaient considérés comme aphrodisiaques, donc on les ajoutait aux parfums d'amoureux. À l'inverse, par exemple la rue et la camomille devaient calmer les sens. Si cela fonctionnait, nous ne le savons pas, mais les amoureux médiévaux appréciaient certainement toute aide quand ils se rencontraient assez habillés en plusieurs couches et pas entièrement propres. L'habillement et le déshabillage étaient aussi partie de la culture intime. La reine n'allait pas dormir en n'importe quel vêtement. Elle avait souvent une belle chemise de nuit en lin fin, parfois ornée de dentelles ou broderies. Les sous-vêtements sous forme de culottes ne se portaient pas alors, on dormait à nu sous la chemise. Le roi pouvait dormir nu sous une longue chemise de nuit ou en léger pantalon. Par exemple, Louis XIV, en France, introduisit plus tard la mode de dormir nu.
Mais c'est déjà le baroque. Au Moyen Âge, c'était varié. Quand venaient les moments intimes, l'habit se retirait. Et c'était une autre raison pourquoi les souverains voulaient chaleur et intimité. En hiver, il n'était pas simple de se dénuder dans un château non chauffé. C'est pourquoi les amoureux utilisaient souvent le moment où la cuve était pleine d'eau chaude. Les bains communs sont mentionnés par les sources plutôt chez les couples d'amoureux que chez les époux. Ceux-ci se baignaient plutôt séparément. Une autre histoire contemporaine, par exemple, décrit le noble tchèque Zawisz de Falkenstein, se baignant avec la reine veuve Kunuta dans une cuve en bois, et des servantes à demi nues les servaient. C'est probablement une exagération de chroniqueurs malveillants, mais cela montre la perception de sensualité liée au bain. Le bain pouvait être prélude érotique. On connaissait aussi les bains publics, où avaient lieu des rendez-vous amoureux. En Bohême, les soi-disant étuveurs. Les rois invitaient parfois dans leurs bains de la compagnie. Amis, même partenaires. Venceslas le IV était célèbre pour cela. Un aspect intéressant de la vie intime était la question de la virilité et fertilité. Si le couple royal ne réussissait pas à engendrer un héritier, commençait un sérieux tourment. Nous avons analysé ce qu'ils faisaient en cas extrême, divorce ou maîtresse, mais que tentèrent-ils plutôt? En jeu étaient les moyens des médecins, astrologues et superstitions. Les médecins conseillaient un régime pour soutenir la fertilité. Par exemple, consommation d'amandes, figues, lait, œufs et viande, bref, nourriture fortifiante. Ils recommandaient aussi des herbes. Par exemple, breuvage de datura pour les femmes, devait régler les menstruations. Et ginseng, ou divers mélanges aphrodisiaques pour les hommes. Par exemple, poudre de bois de cerf dans le vin rouge. Les astrologues étaient appelés pour calculer la meilleure constellation pour la conception. Ils prétendaient que pour concevoir un fils, il fallait s'unir dans certaines phases de lune ou étoile. Certains rois attendaient vraiment le jour heureux. Magie et superstition avaient aussi place. Port d'amulettes spéciales, par exemple appelées pendentifs de fertilité. Bains dans des décoctions d'herbes. Prières au saint patron, Sainte Anne, Saint Joachim, parents de la Vierge Marie, qui furent stériles jusqu'au miracle. Une procédure intéressante et un peu bizarre mentionne les sources italiennes. Une noble butte, dit-on l'urine, d'une mule enceinte, car on croyait que cela transférait la fertilité, c'est extrême et probablement pas habituel. Quand rien de cela ne marchait, commençait la pression psychologique. Le roi était impatient, la cour chuchote, la reine est déprimée. Souvent, on donnait naturellement la faute à la femme. La conception de médecine de l'époque prétendait que la femme était peut-être froide ou trop chaude, et cela empêchait la conception. La stérilité masculine s'admettait à contre-cœur, sauf impuissance évidente. Le couple pouvait entreprendre un pèlerinage vers lieux sacrés pour implorer un descendant. Par exemple, de nombreux couples souverains pèlerinaient vers la tombe de saint Thomas Becket à Canterbury, ou vers la Vierge Marie dans les monastères pour se faire accorder un enfant. Chez nous, par exemple, la reine Eliška Przemyslovna, avec Jean de Luxembourg, implorait, dit-on, en pèlerinage un fils, et puis leur naquit Venceslas, Charles IV. Ce fils pria ensuite lui-même, pour ses descendants, à Saint-Sigismond. La foi en l'intervention divine était forte, et parfois cela marchait, plutôt hasard ou apaisement de la psyché. Mais les gens médiévaux étaient convaincus du miracle, et que si malgré tout cela ne réussissait pas, comme nous l'avons discuté, parfois cela finissait par l'annulation du mariage pour stérilité. Le roi pouvait tenter de se débarrasser de son épouse sur la base de l'argument qu'elle était stérile, ce qui se faisait difficilement. Il faudrait prouver qu'avec un autre, elle aurait un enfant. Plus facile était de l'accuser de parenté ou sorcellerie. Mais les hommes aussi faisaient face à l'embarras. Parfois, il y avait dispute sur l'impuissance. Imaginons la situation. Une femme noble prétend que son mari est impuissant et demande à l'Église la séparation. Le tribunal devait alors décider d'une façon ou d'une autre. À la fin du Moyen Âge, surtout en France, ils résolvèrent cela jusqu'à l'absurde, par test public de capacité.
Le mari devait devant une commission de médecins et spirituels dénuder sa virilité et tenter l'érection, voire, dans certains cas littéralement copuler avec son épouse en présence de matrones pour prouver qu'il était fonctionnel. C'étaient là les soi-disant procès d'impuissance, attestés surtout au XVIe et XVIIe siècle, mais des indices aussi plus tôt. Imaginons ce spectacle humiliant. Salle dans le palais de justice, autour les évaluateurs, et le malheureux couple doit interagir intimement sur commande. Ces tribunaux étaient exceptionnels, et le minimum d'entre eux tombe dans le Moyen Âge, plutôt début moderne. Mais l'idée que l'intimité du souverain pouvait être violée même si brutalement était là. Heureusement, cela ne concernait pas les rois, qui jugeraient un roi impuissant. Peut-être seulement le pape lors de demandes d'annulation. En pratique donc, le roi, quand il déclarait que lui rien, c'est la femme, devait être cru, ou le résoudre politiquement. Quand enfin cela réussissait, et la reine tombait enceinte, la vie intime devait s'adapter. Les médecins conseillaient, à partir du 4e mois, de limiter les rapports sexuels pour ne pas endommager le fœtus. Pendant la grossesse donc, de nombreux couples s'abstenaient sexuellement, pas tous. Certaines sources suggèrent que maintenir les rapports même pendant la grossesse était considéré comme bénéfique, que cela ouvrait les voies. C'était un conseil minoritaire. En tout cas, l'attention se tourna vers la préparation de l'accouchement. L'accouchement chez la reine était en fait un événement d'État. Les femmes ordinaires accouchaient à la maison avec la sage-femme. Les reines accouchèrent dans la chambre. Mais celle-ci se remplissait le jour de l'accouchement de Jean. Lors de l'accouchement d'enfant royal étaient présents de nombreux témoins, hautes dames, courtisans, parfois même dignitaires ecclésiastiques, pour confirmer que l'enfant était vraiment de la reine et n'avait pas été substitué. La crainte de substitution d'un nouveau-né étranger si le propre n'y arrivait pas, était réelle, et ainsi les reines accouchaient pratiquement sur podium. Par exemple, lors de l'accouchement de la reine française Marie de Médicis en 1601, il y avait, dit-on, dans la pièce plus de 50 personnes. Au Moyen-Âge, nous ne connaissons pas les chiffres, mais par exemple, la duchesse de Bourgogne en 1393 accoucha devant les yeux de 20 dames et plusieurs médecins. La reine, lors de l'accouchement, était couchée derrière une tenture ou rideau pour préserver le décorum. Mais immédiatement après la naissance, le prince ou princesse était montré à tous les présents. Le cri du nouveau-né était enregistré comme joyeuse nouvelle. Parfois, sortirent sur le balcon les sages-femmes et annoncèrent à la foule le sexe de l'enfant. Bref, l'accouchement de l'héritier était célébration publique. Les remparts s'illuminaient de torches, on tirait des arbalètes en l'honneur, etc. La douleur privée de l'accouché était ainsi entièrement sacrifiée à l'intérêt d'État. Après l'accouchement, attendait la reine les relevailles en retrait, soi-disant période de purification, où l'homme ne devait plus venir vers elle, et elle se guérissait. Le roi, entre-temps, pouvait être pris d'impatience, et plus d'un saisit à cette époque une maîtresse avant que son épouse soit à nouveau disponible. Par exemple, Henri VIII se compensait les longues grossesses et relevailles d'Anne Boleyn, par l'attrait pour les dames de cour, ce qui lui devint fatal. Anne l'accusa alors d'infidélité, et ils se disputèrent. Mais c'est déjà une autre histoire. Au Moyen Âge, on n'écrivait pas beaucoup sur de tels épisodes, mais il n'est pas difficile d'imaginer que les amoureux royaux n'attendirent pas toujours patiemment que l'épouse se rétablisse. Dans les cours se célébrait aussi la fertilité en général. Quand le couple royal engendrait beaucoup d'enfants, il était célébré comme modèle de vertu et faveur divine. Par exemple, le roi tchèque Charles IV était considéré comme très vertueux, et en même temps il eut 12 enfants, 6 conjugaux et 6 qui moururent, malheureusement comme nourrissons. Sa fertilité était perçue presque comme partie de son aura royale. Charles lui-même écrivit dans son autobiographie comment il priait Dieu pour des fils, et Dieu les lui accorda. Quand au contraire cela ne réussissait pas, et la dynastie s'éteignait, on cherchait souvent un coupable moral. Par exemple, les derniers Pchémislides n'eurent pas de descendants mâles, et les chroniqueurs spéculèrent immédiatement si ce n'était pas châtiment pour les anciens péchés de la famille.
La vie intime quotidienne comprenait aussi des détails comme les cadeaux d'amour. Il reste des mentions de comment le roi acheta une bague précieuse à sa maîtresse, ou comment la reine offrit à son favori un mouchoir brodé. Ces petites galanteries se faisaient dans toutes les couches sociales. Les reines, par exemple, donnaient à leurs maris des amulettes de chance pour les expéditions militaires. Parfois cela s'interprétait aussi érotiquement. Les amulettes avaient forme de cœur ou symbole de fertilité. Les chevaliers portèrent les foulards des dames sous l'armure. La symbolique sexuelle existait. Cerfs, licornes, roses, tout cela dans le langage de la poésie contemporaine renvoyait à l'amour charnel. Les souverains connaissaient ces allusions et les utilisaient. Par exemple, l'empereur Frédéric II Hohenstaufen écrivait des poèmes d'amour en provençal, où il se comparait au chevalier brûlant pour sa dame. Notre roi Venceslas II composait des chansons d'amour dans le style du Minnesang. Cela prouve que même les souverains rudes savaient déclarer leurs sentiments poétiquement, et probablement charmer ainsi les dames élues. Après un voyage si détaillé dans l'intimité des souverains médiévaux, vous vous posez peut-être la question: comment tout cela se reflète-t-il dans notre époque? Qu'emportons-nous de la vie intime des rois du Moyen Âge qui résonne en nous aujourd'hui? Avant de nous dire au revoir, arrêtons-nous à la fin sur une brève réflexion. Nous découvrirons que bien que le monde ait changé au point d'être méconnaissable, la curiosité et désirs humains demeurent. Les destins des souverains médiévaux peuvent ainsi nous rappeler quelque chose d'actuel sur le pouvoir, l'amour et le devoir. Dans un instant, nous nous dirons donc en quoi consiste l'héritage de l'intimité médiévale pour aujourd'hui. Et peut-être serez-vous surpris de combien de parallèles nous découvrirons. Nous avons parcouru les couloirs voûtés des châteaux médiévaux et regardé dans les chambres des rois et reines. Que pouvons-nous emporter de tout cela dans l'époque actuelle? À première vue, nous vivons dans un monde entièrement différent. Nous concluons des mariages par amour, l'intimité est intouchable et l'Église ne détermine plus les règles intimes pour la majorité de la population. Pourtant, les histoires des anciens souverains peuvent nous apprendre quelque chose, ou au moins nous intéresser par les parallèles. Premièrement, le désir d'amour et de compréhension est universel et intemporel. Quand nous lisons sur une jeune princesse qui fut mariée en terre étrangère et se sentait seule, ou sur un roi qui, malgré tout son pouvoir, cherchait dans les bras d'une maîtresse le réconfort face au stress des devoirs de souverain, il n'est pas difficile de se mettre à leur place. Le monde d'aujourd'hui ne donne certes pas des filles de 12 ans en mariage à des rois de 50 ans, mais il existe encore des attentes sociales et pressions auxquelles les individus doivent s'adapter au détriment du bonheur personnel. Même aujourd'hui, les gens se trouvent dans des unions conjugales où ils ressentent une dissonance entre devoir et sentiment, et résolvent de comment s'en sortir ou comment y vivre. Les souverains médiévaux l'avaient en grand. Ils se liaient pour le royaume, pas le cœur. Nous aujourd'hui pouvons généralement choisir selon le cœur, mais dans d'autres aspects, pression familiale, carrière, société, nous faisons parfois aussi des compromis. Bonheur personnel versus devoir, ce dilemme, les gens le connaissent à travers les siècles. Deuxièmement, la fascination pour la vie privée des puissants a perduré. Comment expliquer autrement que les nouvelles de boulevard sur les romances et scandales de célébrités ou politiciens appartiennent aujourd'hui aux plus lus? Au Moyen-Âge n'existaient pas les journaux de boulevard, mais fonctionnaient les potins de cour, et les chroniqueurs ne pouvaient souvent pas s'empêcher de mentions sur les maîtresses et honte des princes et princesses. Le public les dévorait de même que nous dévorons les scandales des monarques modernes ou acteurs. Quand on discute aujourd'hui dans les médias avec qui sort le prince Harry britannique, ou quel scandale amoureux résout le président de tel pays, n'est-ce pas en fait rien de nouveau sous le soleil? Les gens ont toujours été intéressés par ce qui se passe derrière le rideau, de la vie des puissants, et le Moyen-Âge y a posé les fondements. Une légende comme celle de la reine infidèle Guenièvre et du chevalier Lancelot, c'était en fait le boulevard médiéval sous forme littéraire, et on en fait encore des films aujourd'hui. Troisièmement, la double mesure pour hommes et femmes dans les questions de sexualité a de profondes racines historiques.
Au Moyen Âge, le roi pouvait avoir des maîtresses, sans plus grand dommage à l'honneur, tandis que la reine risquait sa vie si elle trompait. Aujourd'hui, l'égalité des sexes est quand même plus avancée, mais la société regarde encore souvent plus indulgemment le don Juan, tandis que l'infidèle est condamné. Aussi, le concept que les hommes puissants abusent parfois de leur position pour satisfaire leurs désirs, cas du roi Jean et des filles baronales, a des échos dans les affaires modernes. Aujourd'hui, ce seraient les titres politicien a abusé de son assistante, etc. L'histoire nous tend ainsi un peu un miroir. Beaucoup de choses, nous les avons dépassées. Par exemple, les mariages d'enfants sont aujourd'hui inadmissibles. Mais la nature humaine et inégalité dans la perception des sexes jouent encore un rôle. L'enseignement du Moyen Âge peut nous aider à prendre conscience des préjugés qui ont perduré. Quatrièmement, le Moyen Âge montre à quel point la vie personnelle du souverain peut influencer le cours de l'histoire. Alors, c'était direct. Le roi n'a pas de fils, menace la guerre. La reine est accusée d'infidélité, la dynastie tombe. Aujourd'hui, les États sont moins dépendants de la généalogie. Mais même ainsi, l'affaire d'un politicien important peut ébranler le gouvernement. Un divorce scandaleux peut changer les sympathies des électeurs. Rappelons-nous par exemple l'abdication du roi britannique Édouard VIII en 1936 à cause de l'amour pour la 2 fois divorcée Wallis Simpson. Cela influença fortement le cours de la monarchie britannique. Ou le scandale de Bill Clinton avec Monica Lewinsky qui mena presque à sa destitution. Les faiblesses ou choix intimes des hommes d'État peuvent avoir des conséquences publiques. Et c'est une vieille vérité depuis les Césars antiques en passant par les rois médiévaux jusqu'à aujourd'hui. Cinquièmement, notre attitude envers la sexualité s'est libérée depuis le Moyen Âge, mais les débats sur la morale dans ce domaine n'ont pas cessé. Aujourd'hui, certes, la plupart des gens n'attendent pas le mariage pour le sexe, et l'Église n'ordonne plus quand et comment. Mais d'autres règles et normes fonctionnent. Nous traitons des thèmes comme les droits des minorités sexuelles, l'éthique de l'infidélité, la polyamorie, la pornographie, les droits reproductifs. La société médiévale aurait été choquée par beaucoup de cela. Mais parallèlement, eux aussi résolvaient ce qui était correct et quoi ne pas, seulement sur la base d'autres autorités. Et de plus, la société d'aujourd'hui se polarise à nouveau, dans certains aspects. Il y a des groupes appelant aux valeurs traditionnelles, semblables aux prédicateurs autrefois, et contre eux des groupes promouvant la liberté. L'histoire du sexe nous rappelle que la norme n'est pas stable. Elle change dans le temps, mais le besoin humain de chercher dans la vie intime sens, valeur et limites demeure. Et enfin, les histoires des souverains médiévaux et de leurs chambres peuvent paraître exotiques ou scandaleuses, mais nous devrions les percevoir avec empathie. C'étaient des gens de leur époque, certes couronnés, mais à l'intérieur souvent solitaires, malheureux ou désespérément amoureux. Derrière les remparts froids se déroulaient de chauds drames humains, pas si différents de ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de choisir notre partenaire par amour, au moins dans la plupart des cultures, que les risques sanitaires des accouchements et maladies sont moindres, que l'intimité est protégée. Il est difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, lors de l'accouchement d'une princesse, se tiennent 30 témoins, ou qu'un curé nous détermine quand nous pouvons aller au lit avec notre mari. Nous pouvons être reconnaissants que l'intimité appartienne aux domaines les plus libres de nos vies. Le Moyen Âge nous apprend à apprécier cette liberté car elle n'était pas évidente. En même temps, dès qu'il s'agit de personnes publiquement actives, par exemple célébrités ou politiciens, nous sommes encore témoins du fait que leur intimité est propriété publique, dans une certaine mesure. Il suffit de se rappeler le cirque médiatique autour des mariages et divorces de célébrités. Nous voyons ici l'écho des mariages royaux, où le mariage ou naissance de descendants du souverain étaient célébrés par toute la nation. Les gens aiment se partager le bonheur des puissants et célèbres, et aussi les juger quand ils faillissent. En conclusion, il convient de dire
La vie intime des souverains médiévaux était certes enveloppée dans le voile du passé, mais ces histoires nous parlent vivement même aujourd'hui. Elles nous révèlent que même les plus hauts de l'échelle sociale sont soumis à leurs émotions et désirs, que le pouvoir ne signifie pas immunité face à l'amour, jalousie, désespoir de solitude ou peur de condamnation. Les rois et reines du Moyen Âge devaient équilibrer entre rôle de souverain et rôle d'homme ou femme, et ils ne l'ont pas toujours géré sans accroc. Nous, aujourd'hui, n'avons peut-être pas à sacrifier l'amour pour le royaume, mais plus d'un sacrifie la vie personnelle à la carrière ou attente de l'entourage. L'histoire nous tend ainsi, un miroir, et en même temps donne du recul. Quand même, en comparaison avec les destins que nous avons entendus aujourd'hui, nos troubles amoureux sont assez simples. Merci d'avoir plongé avec moi dans ce chapitre fascinant et intime de l'histoire. Si la vidéo vous a plu, je serais heureux que vous lui donniez un like et la partagiez avec d'autres intéressés par le Moyen Âge. Partagez, commentez, abonnez-vous, que plus de gens qui aiment l'histoire nous rejoignent. Je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois pour un autre voyage dans le temps. D'ici là, je vous souhaite beaucoup de découvertes stimulantes et vous remercie de votre attention. Au revoir.